nom du groupe de La République En Marche. Vous remplacez Christophe Castaner, qui avait échoué dimanche aux urnes. Un mot pour commencer sur l'actualité internationale, l'avortement remis en cause aux États-Unis. Ça vous inspire quel commentaire ? C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, parce qu'un avortement a été mal pratiqué, de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle, dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution. Ça veut dire que vous redoutez véritablement, en ce moment, un tel recul en France ? Ça veut dire que malheureusement, rien n'est impossible et que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement national, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Et je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution. Vous savez que ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi. Et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux États-Unis, par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir. Et pour l'inscrire dans la Constitution, vous pensez avoir le soutien de la majorité ? J'ai aucun doute sur le fait que la majorité présidentielle, évidemment, sera en soutien. Et je crois que ça devrait être, en effet, une disposition qui serait largement partagée sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sur les marges de manœuvre de l'actuelle majorité en France, on a parfois du mal à comprendre la méthode d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a donné 48 heures au groupe de l'Assemblée pour qu'il dise quelle réforme il souhaite soutenir. Est-ce que vous comprenez la réaction des groupes opposants lorsqu'ils disent que ce n'est pas la bonne méthode, que ce serait plutôt au chef de l'État, d'abord, à lui, de nous dire, au groupe opposé, quelles sont les politiques qu'il souhaite soutenir chez nous, les opposants ? Je crois que la méthode, elle est claire, c'est-à-dire qu'on est dans un moment politique et complètement inédit dans notre pays. Donc ça suppose que de notre côté de la majorité présidentielle, on ait cette démarche réelle, sincère, d'aller chercher du compromis et du consensus sur la base d'un projet qu'on a formulé pendant la campagne présidentielle, réaffirmé pendant la campagne des législatives, qui est arrivée en tête dans notre pays, et que les oppositions nous disent ce qu'elles sont prêtes ou non à accepter, si oui, dans quelles conditions. On ne peut pas être dans un flou permanent. On a une base de travail qui est le projet qu'on a porté, qui a été majoritaire dans le pays. On est prêt à ce que ce projet, encore une fois, puisse être amendé. Maintenant, il faut nous dire concrètement s'il est pris, si oui, dans quelles conditions. Et ça, on attend vraiment ce travail de la part des oppositions. Mais à vous entendre et à vous écouter ce matin, on a l'impression que le compromis, ce n'est valable que pour les groupes opposés. Il n'y aura pas de compromis de la part du chef de l'État. C'est ce que je vous dis. Ah bon, c'est-à-dire qu'on est prêt à avoir du compromis. On est lucide sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons une majorité, certes, mais une majorité relative. Nous sommes la première force politique du pays, mais ça n'est pas suffisant demain pour dégager une majorité claire à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que nous sommes prêts à amender le travail que nous avons déjà réalisé, mais il faut encore savoir ce que les oppositions sont prêtes ou non à accepter. Quand j'entends certains chefs de partis ou de groupes politiques dire en fait c'est notre projet qui doit être mis en œuvre, si nous avons une majorité relative, c'est tout de même une majorité, là où d'autres projets ont été jugés comme étant clairement minoritaires dans le pays. Donc il faut à un moment, si on veut un compromis, que ça fonctionne dans les deux sens. On tend la main, mais encore faut-il qu'on puisse la saisir. Pour être tout à fait précis, ça veut dire que vous allez chercher ce qu'on appelle des majorités de projets, au cas par cas. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui s'impose dans la situation. On a un premier projet de loi qui va être absolument déterminant pour le quotidien des Français, qui est la question du pouvoir d'achat. C'est quand même le sujet qui est le plus revenu et sur lequel on a été le plus alerté. Est-ce que oui ou non, on est quand même prêt à voter la réindexation des retraites sur l'inflation, le dégel du point d'indice? Ce sont des sujets qui sont essentiels et qui, je pense, méritent un peu de consensus. Donc des alliances ponctuelles avec les députés de gauche comme de droite, de l'arc républicain, a dit Elisabeth Borne. Est-ce que LFI et RN sont dans l'arc républicain ? En tant que présidente de groupe, je souhaite avoir évidemment des discussions avec les présidents de groupe qui sont, pour moi, oui, dans cet arc républicain. Est-ce que ça fait l'unanimité dans votre famille politique ? Je crois que c'est une évidence. Après, est-ce que pendant les 5 années, vous aurez des députés d'extrême gauche ou d'extrême droite qui parfois individuellement voteront pour, voteront contre ou s'abstiendront ? Peut-être qu'ils ne voteront pas contre systématiquement pendant 5 ans. Mais moi, ma responsabilité
responsabilité en tant que présidente de groupe, c'est de faire en sorte que ces compromis existent et qu'ils soient discutés avec ceux qui partagent des valeurs fondamentales avec nous, et donc à l'exclusion de certains. Alors, ces compromis, est-ce que ça va concerner une baisse de la TVA, comme le demande le RN, un SMIC à 1 500 € net, comme le réclame le PS, ou encore le blocage des prix d'énergie? Ça fait partie des compromis possibles que ferait votre majorité? Mais encore faut-il qu'on ait des propositions précises. On les connaît depuis la campagne électorale des présidentielles. Oui, mais encore une fois, nous, on présentera, et le gouvernement présentera un projet de loi. Donc, sur la base de ce projet de loi, qu'est-ce qui, oui ou non, est accepté par les oppositions? Est-ce que c'est accepté tel quel? Est-ce que c'est accepté avec des demandes de changement, de modification? C'est ça le concret qu'on doit connaître de la part des oppositions. Vous vous doutez de ce qu'ils vont vous demander. Quand on parle de la réindexation des retraites sur l'inflation, à un moment, la question est clairement posée. Oui, mais là encore, on a l'impression que le compromis ne vient que d'un seul côté. Quand je vous cite les programmes des partis d'opposition, vous dites non, c'est d'abord à eux de se plier à nous. Non, mais je dis personne n'a à se plier. Je dis juste que la question, c'est de faire en sorte que le pays ne soit pas bloqué et puisse avancer. Si demain, vous me dites par exemple, sur la question de l'augmentation du SMIC à 1 500 €, au-delà des conséquences économiques que ça pourrait emporter, extrêmement préjudiciable pour notre économie, je ne suis pas sûre que ça dégage une majorité, parce que ça n'a pas reçu l'assentiment, non seulement des Français, mais au sein de la représentation nationale de l'Assemblée et du Sénat, vous voyez bien qu'il n'y a pas de majorité pour vraisemblablement faire aboutir une telle proposition. Par contre, sur d'autres sujets, je pense qu'il y a des compromis qui doivent pouvoir être trouvés. C'est notre responsabilité d'aller les chercher, mais encore une fois, faut-il nous dire si oui ou non on prend ces compromis. Moi, je veux par exemple, je tiens à cette proposition, qu'on réindexe les retraites sur l'inflation dès le 1er juillet. On ne va pas tergiverser sur le sujet. Donc, soit on a des oppositions... Ça passerait par décret pour que ça aille vite ou... Non, il faut que ça passe par la loi. Donc, on ne peut pas tergiverser et on ne peut pas prendre le risque d'avoir des semaines de discussion sur ce point précis. Et puis il y a une urgence cet été, l'urgence santé, c'est la situation dans les hôpitaux qui manquent de main d'œuvre et qui en manqueront encore plus pendant les congés estivaux. Est-ce que le groupe Renaissance et ses 170 députés, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Qu'est-ce que votre groupe va proposer là-dessus? On sait qu'on a évidemment une urgence qui est à la fois la question de l'hôpital public, mais qui est aussi la question de la médecine de ville et l'accès aux soins partout sur le territoire. Ce sont ces deux sujets qu'il faut adresser en même temps, en vérité. C'est la question de la revalorisation aussi des métiers en général du soin, y compris les aides à domicile par exemple, qui accompagnent la dépendance, qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Tout ça qu'il faut enclencher dès cet été, c'est-à-dire continuer à revaloriser les rémunérations, les carrières, continuer à humaniser notre hôpital public, à la fois pour les patients, mais surtout aussi pour les soignants, qui ont évidemment très violemment vécu la crise Covid, certains qui ont parfois renoncé à exercer leur profession au regard de l'âpreté de ce qu'ils ont eu à vivre pendant ces 2 ans de crise sanitaire. Donc c'est tout ça qu'on doit pouvoir faire avec des mesures d'urgence immédiates aussi dans certains hôpitaux, comme on l'a fait déjà ces dernières années, sur l'amélioration du bâti, voilà, on le sait hôpital par hôpital, les mesures d'urgence qu'on a à prendre, mais il y a des choses plus systémiques qu'on doit faire, notamment sur la revalorisation des carrières et des rémunérations des soignants. Ces mesures dites d'urgence, elles pourraient être votées dès cet été? Je pense qu'on n'a pas d'autre choix, en effet, que de pouvoir avancer dès cet été, parce que c'est dès cet été qu'on risque d'avoir une situation de tension extrêmement importante, et je crois que les professionnels de santé sont mobilisés pour pouvoir y répondre. Les médecins nous ont dit qu'ils étaient prêts aussi à refaire des gardes. Enfin, voilà, je crois que la situation est en train d'évoluer parce que tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, c'est tout notre pays, au regard des décisions qui ont été prises ces 30 dernières années sans doute, qui risque de se retrouver en tension et en désert médical. Il y a malheureusement plus aujourd'hui une zone qui serait plus en pénurie qu'une autre. L'Île-de-France devient le premier désert médical de notre pays, Paris notamment. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on joue collectif et encore une fois qu'on adresse les deux sujets, et l'hôpital public et la question de la médecine de ville. Elisabeth Borne n'a pas encore tranché sur la question d'un vote de confiance mardi prochain à l'issue de sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'il y a un grand risque à vos yeux d'avoir au final un vote contre qui obligerait le gouvernement à démissionner ? C'est une décision qui va revenir évidemment à la Première ministre. Moi, je crois qu'on ne peut pas commencer ce mandat, cette législature. On a une opportunité historique, en fait, pour que l'Assemblée nationale, réellement le Parlement de manière générale, redevienne vraiment le cœur de la vie politique française. Oui, mais sur le vote de confiance, vous le souhaitez ? Oui, mais c'est très lié. C'est-à-dire que si le premier acte du Parlement est uniquement de dire on bloque, on arrête tout, et donc on rejette la déclaration de la Première ministre ou on oppose une motion de censure, ça veut dire que les débats
prennent fin immédiatement. Et ça veut dire qu'on se retrouve immédiatement dans une situation de blocage. Ensuite, quand on dépose une motion de censure, on dépose aussi une orientation politique qui serait différente. Il me semble que vous avez des oppositions qui sont de nature extrêmement différentes. Je ne suis pas sûre que demain, les LR votent une motion de censure LFI et inversement, parce qu'on est sur des orientations de nature différente. Donc je crois qu'on a besoin, je peux tout à fait comprendre évidemment que les oppositions ne votent pas la confiance, mais qu'on peut s'abstenir et qu'on peut se dire à un moment, on a évidemment des réserves, voire des réserves majeures, mais pour autant, on veut pouvoir débattre et on veut que l'Assemblée nationale puisse se mettre au travail tout de suite. Une question plus personnelle, on vous dit pugnace, Aurore Berger, et aussi clivante. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces deux adjectifs ? Je préfère être pugnace et je crois qu'on a besoin de pugnacité dans le moment politique qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup, Aurore Berger.